Nous sommes en avril 2025. La scène sociopolitique ivoirienne connaît un mini-séisme. Monsieur Tidiane Thiam, candidat aux élections présidentielles, est déclaré inéligible, et ce, au bout d'une longue période de tumulte politico-juridique. Et pourtant, son histoire avait tout d'un conte de fées. D'une enfance ivoirienne dans un cadre familial stable et aisé, à la tête des géants de la finance mondiale, Tidiane Thiam a longtemps incarné la réussite et l'audace. Après une fulgurante carrière et une première incursion avortée en politique, il est revenu au pays porté par le plus ancien parti politique, en l'occurrence le PDCI. Cependant, ses rêves de conquérir le pouvoir se sont récemment heurtés à un fracas politico-juridique qui a tout balayé son passage. Qui est donc ce Tidiane Thiam? Quelle est son histoire? Quel est son parcours qui nourrit autant d'attentes et en même temps qui nourrit autant de tensions? Les amis, asseyez-vous confortablement, prenez un verre de jus d'orange. L'histoire de Tidiane Thiam. Non, la véritable histoire de Tidiane Thiam, c'est maintenant. Nous sommes le 29 juillet 1962. À cette date-là, plus précisément à Abidjan, naît un enfant. Son nom, c'est Tidiane Thiam. Sa mère, Marietou Thiam, est la nièce du président Félix Houphouët-Boigny et son père, Amadou Thiam, est une éminente personnalité du pays. En effet, Amadou Thiam est un brillant journaliste de formation qui a fait ses classes en France avant de diriger la mythique radio-télévision ivoirienne. Et tout porte à croire que cette famille évoluerait dans les cercles du pouvoir. En effet, un an à peine après la naissance de Tidiane Thiam, la Côte d'Ivoire indépendante rayonne d'espoir et de dynamisme sous la houlette de son premier président, M. Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation. Pendant que le petit Tidiane découvre ses premiers jours entre les salons dorés du pouvoir et les quartiers huppés d'Abidjan, son père Amadou gravit les échelons jusqu'à obtenir en février 1963 la promotion de sa vie. Il est choisi pour être ministre de l'information au sein du gouvernement de M. Félix Houphouët-Boigny. Mais les vents du destin changent souvent très vite de direction. En effet, à peine quelques semaines après avoir été choisi comme ministre de l'information au sein du gouvernement, M. Amadou Thiam est au cœur d'un scandale. Je m'explique. Il faut savoir une chose, c'est que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans les premières années de la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de petites frictions, beaucoup de tumultes, beaucoup de mouvements au sein de la classe politique. Déjà, un an avant les indépendances, il y a eu un complot retentissant, notamment le complot du chat noir dont j'ai parlé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que vous retrouvez quelque part ici. Et en 1963, le président Félix Houphouët-Boigny aurait, semble-t-il, démantelé un complot qui viserait à le renverser. Il y a une trentaine de personnes qui sont arrêtées, mais fort heureusement, au bout de quelques jours d'enquête, quelques semaines d'enquête, M. Amadou Thiam est innocenté, blanchi. J'insiste vraiment sur cet épisode de l'histoire parce que cet épisode va déterminer la trajectoire que va prendre cette famille. Une fois que M. Amadou Thiam a été blanchi, le président Félix Houphouët-Boigny décide donc de le nommer comme ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc. Dès cet instant, il décolle avec sa famille et ils vont tous aménager au Maroc. Je rappelle quand même que M. Tidiane Thiam est le dernier d'une fratrie de 7 enfants. La famille Thiam s'envole donc pour Rabat. Jusqu'à ses 15 ans, Tidiane Thiam grandit à Rabat. À cette époque, sa famille est l'une des rares familles noires de la ville. Chaque matin, un chauffeur les conduit à l'école. Malgré ce confort, ses parents insistent beaucoup sur l'importance des études. Effectivement, il faut le marteler, les études avaient une importance particulière aux yeux des parents de Tidiane. Parce qu'il disait à tous les enfants qu'ils n'avaient pas de bonnes notes, qu'ils n'obtiendraient pas de bonnes notes, qu'ils n'auraient pas accès au cinéma, qu'ils n'auraient pas accès aux glaces, qu'ils n'auraient pas accès aux vacances en Occident, dans les pays européens, on va dire. Mais le jeune Tidiane n'était pas concerné par cela parce qu'il avait de très bons résultats à l'école. Mais comme vous avez pu le comprendre, l'avenir de Tidiane Thiam, encore adolescent, est lié inéluctablement aux affectations que peuvent recevoir son père. Et en 1978, le président de la République, M. Félix Houphouët-Boigny, rappelle Amadou Thiam en Côte d'Ivoire pour devenir une fois de plus ministre de l'Information au sein de son nouveau gouvernement. C'est ainsi que la famille revient en Côte d'Ivoire. À partir de là, le jeune Tidiane va suivre son cursus scolaire dans un lycée connu de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le lycée classique. Et c'est au lycée classique d'Abidjan que M. Tidiane Thiam va obtenir son bac en 1980. Et c'est là qu'il y a quand même un petit détail qui est assez important et révélateur de l'ambition de ce dernier. Il faut dire qu'il a obtenu son bac, mais selon les témoignages de ses frères et les membres de sa famille, il se serait mis à pleurer. Pas de joie, mais de tristesse parce qu'il n'a pas obtenu la mention bien. Mention qu'il n'a pas obtenue parce qu'il a eu 9 suivants en histoire géo. Et ce détail-là montre vraiment l'attachement particulier de Tidiane Thiam aux résultats scolaires, l'amour réciproque entre lui
et les études. Mais passé ce détail émotionnel dans le rapport qu'il avait avec les études, le jeune Tidjane Thiam devait désormais continuer ses études, devait désormais continuer son histoire. Et comme ce se faisait pour une bonne partie de la classe bourgeoise en Côte d'Ivoire à cette époque, il va devoir aller suivre ses études en Europe, en Occident, on va dire. Et le pays qu'il choisit, c'est la France. À l'automne 1980, à 18 ans, Tidjane arrive à Paris. Il s'inscrit en classe préparatoire au prestigieux lycée Sainte-Geneviève de Versailles, tenu par des jésuites. Son objectif est clair, faire aussi bien, voire mieux que son frère Aziz, de 8 ans son aîné, qui avait intégré la prestigieuse école centrale de Paris, réputée pour former les élites des ingénieurs. Et ce pari-là, il va le tenir, parce qu'à peine un an après son arrivée sur le sol français, il sera admis à Polytechnique. Pour ceux qui veulent avoir un ordre d'idée, Polytechnique, c'est l'une des fabriques d'élite pour la France. C'est vraiment le lieu où une bonne partie de l'élite française passe pour avoir vraiment leur avenir, on va dire. Et là, Tidjane Thiam a réussi à être admis à Polytechnique, qui est d'ailleurs beaucoup plus coté que la centrale où a été admis son frère Aziz. Être le premier Ivoirien reçu à Polytechnique cette année, c'est sans nul doute un exploit. En le réalisant, quel a été ton sentiment? J'ai d'abord ressenti un sentiment de joie. Joie pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour le pays, car j'étais particulièrement content d'avoir prouvé que l'on pouvait rentrer à l'école polytechnique en ayant passé son baccalauréat à Abidjan. Du haut donc de son 1m93, Tidjane Thiam est donc le premier Ivoirien admis à cette prestigieuse école. Mais s'il y a une chose qui est perceptible et de loin, c'est l'ambition de ce jeune homme. À peine sorti de Polytechnique, il va rentrer à l'école des mines d'où il sortira major de sa promotion en 1986. Mais comme le dirait l'autre, le monde est méchant. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on est dans la France des années 80. Et à cette époque, être brillant, ça ne suffit pas. Surtout quand on est noir et qu'on mesure 1m93. Et factuellement, la plupart de ses amis de classe, la plupart de ses compagnons de promotion vont décrocher des postes dans des entreprises. Mais lui va galérer à décrocher des postes sérieux, des offres d'emploi sérieuse à la hauteur de son profil. Et c'est à cet instant qu'un homme va avoir une importance particulière dans le devenir de Tidjane Thiam. Il s'appelle Gilbert Frade, directeur des écoles des mines. Et ce dernier va remarquer une différence de traitement. Il va donner un conseil important à Tidjane Thiam. Il va lui dire, oriente-toi vers les entreprises, vers les écoles anglo-saxonnes. Déjà pour avoir de la polyvalence, mais surtout pour vraiment accéder à un univers qui est beaucoup plus ouvert d'esprit. Dès cet instant, Tidjane va se lancer dans ce projet-là, d'aller se former, d'aller avoir une expérience autre que francophone, mais une expérience anglo-saxonne. Mais je vous ai dit que c'est quelqu'un qui ménage sa monture, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Et avant d'aller dans le monde anglo-saxon, il va décrocher en 1988 un MBA à l'Institut à Fontainebleau. Si vous voulez, cette école, une fois de plus, c'est vraiment la machine à fabrique des futurs dirigeants de grosses entreprises françaises. Après avoir décroché donc ce MBA, il décide donc de s'envoler de l'autre côté de l'Atlantique. En 1989, Tidjane arrive à New York, plein de rêves avec un plan bien ficelé. Il intègre la Young Professional Programme de la Banque mondiale pour enrichir encore davantage son parcours. C'est aussi là-bas qu'il fait la rencontre de Annette, une Afro-américaine originaire de la Pennsylvanie, qu'il épousera par la suite. Après donc ce parcours qui lui procure de la polyvalence et une ouverture vraiment sur le monde anglo-saxon, Tidjane revient à Paris où il décroche une offre d'emploi très sérieuse, mais pas n'importe laquelle. Il décroche un poste au sein du cabinet très réputé McKinsey. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous avez pu le remarquer durant la crise du Covid, M. Emmanuel Macron avait été au cœur d'un scandale concernant le fait qu'il ait fait appel à McKinsey. Autant vous dire que ce cabinet est très important. Et donc, une fois au sein de McKinsey, Tidjane va très vite prendre ses marques. En effet, grâce à ses diplômes et à sa polyvalence, Tidjane travaille de 1989 à 1994 au sein des bureaux de Paris, de New York et de plusieurs pays de l'Union européenne pour l'entreprise McKinsey et mène des missions de restructuration financière ou opérationnelle, d'acquisition, de fusion internationale et de stratégie pour le compte des grandes entreprises du secteur financier et industriel. Donc, c'est quelqu'un qui a une tête bien pleine et qui a enfin eu un poste qui est à la hauteur de son profil. Mais alors que sa carrière se passait bien, alors qu'il avait une carrière bien rémunérée, il va recevoir une offre pour le coup très spéciale qui mérite vraiment réflexion. En effet, un samedi de 1994, alors qu'il revient du cinéma avec son épouse,
il tombe sur le répondeur un message d'un conseiller qui lui demande de rappeler urgemment. Et il faut dire que l'appel est très important parce que l'appel vient d'un homme très important. Je m'explique. On est en 1994 en Côte d'Ivoire. Un an plus tôt, le président emblématique de la Côte d'Ivoire, M. Félix Houphouët-Boigny, est décédé. Pour le remplacer, on a donc pris, selon la Constitution, le président de l'Assemblée nationale, M. Henri Konan Bédié. Et c'est ce dernier-là qui, par l'intermédiaire de son conseiller, a essayé de joindre M. Tidjane Thiam. Donc rapidement, Tidjane rappelle et est convenu un rendez-vous entre le président de la République et lui. Et au sortir de ce rendez-vous est mise sur la table une offre très sérieuse qui mérite sérieusement réflexion. En fait, son excellence feu Henri Konan Bédié a remarqué ce jeune prodige de seulement 31 ans et a décidé de lui confier les rênes du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, un organisme clé qui supervise les grands projets de la Côte d'Ivoire. Et il faut dire que face à cette offre, Tidjane Thiam n'a pas tergiversé. Il a accepté l'offre. Il a donc abandonné son poste à haute responsabilité au sein de McKinsey, son poste bien rémunéré, pour rentrer au pays, pour travailler au BNET. Mais sa prise de fonction ne s'est pas faite dans un contexte des plus faciles. Parce qu'en 1994, le franc CFA a été dévalué de pratiquement 50% de sa valeur. Et donc, les données macroéconomiques étaient très complexes. Et c'est dans ce contexte-là que Tidjane va faire ses premiers pas au sein de l'emblématique BNET. Dès son arrivée, il a fallu faire des coupes budgétaires sans pour autant amputer des départements importants du développement ivoirien. Et c'est là qu'il a dû montrer de quoi il est capable. Et l'une des décisions phares qu'il a prises, c'est que dès son arrivée, il a commencé à embaucher de jeunes Ivoiriens au détriment de nombreux expats français qui étaient grassement payés. Et donc, il a commencé à embaucher de plus en plus d'Ivoiriens. Mais il a également eu des décisions qui ont été fortement apprécié par certains et moyennement critiqué par d'autres, notamment la forte privatisation de certaines entreprises phares de l'environnement ivoirien, on va dire. Mais Tidjane Thiam a surtout inspiré une vision pour la Côte d'Ivoire en 2025 baptisée la marche des éléphants d'Afrique. Ce projet ambitieux comprenait 12 grands travaux: l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro et Abidjan-Bassam, le troisième pont, le pont de Jacquesville, la modernisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le stade olympique de Yopougon, la centrale thermique d'Azito, le quatrième pont de Yopougon et bien d'autres projets encore. Son passage au BNET a été plutôt prolifique et plutôt bénéfique, on va dire, pour résumer de façon simple. Mais ces faits d'armes au sein du BNET n'ont pas laissé M. Henri Konan Bédié insensible. À partir de cet instant, il a invité ce dernier à être ministre au sein de son gouvernement, comme son père et comme son oncle qui avait été ministre au Sénégal, premier ministre au Sénégal. Donc, dans les gènes, on sent vraiment un destin politique. Plus précisément, il a été choisi pour être ministre de la planification. Mais à cette époque de l'histoire, on est en 97-98. Lui, le technocrate, qui n'est pas forcément attiré par l'univers politique, va être séduit par cette proposition et il va également être introduit au sein du parti phare, le PDCI. Parallèlement sur la scène internationale, sa renommée est de plus en plus grandissante. Il devient une personnalité reconnue et est désigné en 1998 par le World Economic Forum de Davos comme l'un des 100 leaders mondiaux de demain. Il est également élu membre du Dream Cabinet en décembre 1999. Mais ce qu'il ignore à cet instant, c'est que ses premiers pas en politique allaient très vite être écourtés. Le 24 décembre 1999, un coup d'État ébranle le pays. Le président Henri Konan Bédié est renversé par le général Robert Gueye. Ce soir-là, les ambitions politiques de Tidjane Thiam sont fauchées net. Ironie du sort, au moment du putsch militaire, Tidjane est aux États-Unis dans sa belle famille. Une semaine après avoir reçu toutes les nominations importantes, le monde s'écroule sous ses pieds. Ayant un passeport français, il avait l'option de rester en France avec sa famille, mais il décide de rentrer quand même au pays. Il faut dire les choses, il n'est clairement pas dans le viseur du nouveau régime. Mais le 6 janvier 2000, après le coup d'état militaire, Tidjane Thiam est contraint de remettre devant des photographes les dossiers du ministère de la Planification de Côte d'Ivoire qu'il dirigeait. Après cet épisode, il repart en France pour, semble-t-il, continuer ce qu'il sait faire de mieux, sa carrière dans la finance. Arrivé en France, Tidjane Thiam va chômer pendant 5 mois. Mais avec ce profil-là, on ne chôme pas pendant longtemps, il faut le dire. En mai 2000, il rejoint finalement McKinsey une fois de plus, en tant qu'associé cette fois-ci. C'est alors qu'il est approché par un chasseur de tête venu d'Angleterre, et il écoute l'offre, parce qu'il est quand même intrigué, lui qui a été habitué vraiment à un esprit assez fermé du côté francophone, il est intrigué par le fait que ce chasseur de tête puisse s'intéresser à lui, le noir, de plus de 1,93 m.
Mais il écoute quand même l'offre, et finalement cette entrevue donnera suite à une offre d'embauche très sérieuse en Angleterre. Donc 1 an après son retour en France, il se laisse tenter par une aventure de l'autre côté de la Manche et rejoint le groupe d'assurance Aviva. Et au sein de l'entité, il va connaître une progression fulgurante. Embauché en 2002, il dirige le département chargé de l'Europe en 2006, puis prend la direction du groupe en 2007. Donc, en à peine 5 ans, Tidjane Thiam a littéralement connu une ascension fulgurante au sein de l'entité. S'il a connu cette ascension, ce n'est pas parce qu'il est grand, ce n'est pas parce qu'il est africain, ce n'est pas parce qu'on aime sa tête, c'est parce que ses résultats sont satisfaisants, ses résultats sont séduisants. Du fait de ces résultats, il va donc accéder vraiment au haut poste au sein de l'entité. Et ces résultats-là vont également arriver dans l'oreille de beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations également qui veulent le recruter. C'est d'ailleurs le cas de Prudential, le concurrent d'Aviva, qui va essayer de lui mettre le grappin dessus. Ils vont d'ailleurs réussir à le convaincre de venir chez eux, sauf que dans son contrat, il y avait une clause de non-concurrence. Donc, ce qui l'oblige à attendre un certain délai, notamment à attendre 1 an encore, avant de partir chez le concurrent. Donc, pendant ce temps-là, Tidjane va profiter pour passer du temps avec sa famille, prendre des vacances, le temps que la clause de non-concurrence puisse arriver à expiration. Mais il va surtout profiter de ce temps-là pour analyser un peu l'actualité économique. Et il faut dire qu'en 2008, vous le savez probablement, il y a eu une grosse crise économique, la crise des subprimes. Et Tidjane a profité pour analyser les paramètres, analyser les dessous de cette crise. Mais vu que pendant cette période, Tidjane Thiam a profité pour analyser un peu les phénomènes économiques, analyser cette crise, une fois qu'il prend poste au sein de Prudential, il va faire pression, il va imposer sa vision des choses qui va permettre à l'entreprise de ne pas tomber dans le panneau de la crise. Et fort de cette expérience, il sera nommé CEO. Je dis bien CEO à peine 1 an après au sein de Prudential. CEO d'une entreprise où il a sous sa houlette près de 28 000 employés. Voilà un peu la trajectoire de l'homme. En 2009, il est devenu d'ailleurs la première personnalité noire à diriger une entreprise cotée à la bourse britannique. Son parcours lui a valu de nombreuses distinctions que je ne pourrais toutes citer ici. Parmi elles, on a l'Animinus of Year. On a la personnalité noire la plus influente du Royaume-Uni. On a également le Chevalier de la Légion d'honneur en 2011. Et on a l'une des 50 personnalités africaines les plus influentes du monde. C'est fort de ce parcours exceptionnel que Tidjane Thiam va entamer également une autre carrière dans une entité que beaucoup connaissent, le Crédit Suisse. En fait, il faut le dire, hormis les récentes actualités politiques, Tidjane Thiam a été révélé aux yeux du monde entier, en tout cas, pour les personnes qui ne sont pas dans le milieu de la finance, par sa prise de poste au sein du Crédit Suisse. Et cette prise de poste a été retentissante parce que dans l'imaginaire collectif, quand on parle de banque, on pense à un pays, la Suisse. Et au sein de cette Suisse, l'une des banques les plus emblématiques, l'une des banques les plus importantes était le Crédit Suisse. Et c'est au sein de cette banque que Tidjane Thiam a été appelé, a été embauché et a eu un de ses plus grands faits d'armes. En effet, en juillet 2015, Tidjane Thiam est appelé à la tête du Crédit Suisse pour succéder à l'américain Brady Dougan. À l'époque, la banque suisse est confrontée à de nombreux défis. Résultats financiers en berne, scandales liés à l'évasion fiscale et besoin urgent de réorientation stratégique. Thiam, fort de son expérience de redressement et de transformation chez Prudential, est choisi pour remettre l'ordre au sein de la maison. Et sa mission au sein de l'entité est double. D'abord, il a pour mission de renforcer la solidité financière du groupe. Ensuite, réduire son exposition aux activités du marché jugées trop risquées. À cet effet, il met rapidement en place un plan ambitieux de restructuration. Il réduit le poids de la banque d'investissement et réoriente l'activité vers la gestion de la fortune, domaine plus stable et lucratif pour la banque suisse. Pour soutenir cette transition, il lève environ 6 milliards de francs suisses et réorganise les activités pour améliorer la rentabilité. Donc, sous sa direction, le Crédit Suisse repasse en vert en 2017, à peine 2 ans après son arrivée au sein de l'entité. Il a aussi contribué à moderniser l'image de la banque et à renforcer ses positions en Asie et au Moyen-Orient. Cependant, sa gestion a été critiquée par certains qui estimaient qu'il n'était pas forcément à l'écoute des employés, qui estimaient que sa gestion était un peu rigide. Comme par hasard, ces critiques ont émergé quand l'entreprise est déjà repassée au vert. Je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, à la suite de ces critiques, également dans la foulée, il y a eu des événements pour le coup loufoques. Parce que Tidjane Thiam s'est très vite retrouvé au cœur d'un scandale qui lui a finalement coûté sa place. Nous sommes en 2020, lorsqu'un scandale sur fond d'espionnage éclate. Tout commence lorsque Iqbal Khan, un dirigeant du Crédit Suisse,
quitte la banque pour rejoindre un concurrent, UBS. Pour surveiller ses faits et gestes, le Crédit Suisse engage discrètement des détectives privés. Or, la filature tourne mal et M. Iqbal va s'en rendre compte. Et ça va très vite donner place à un scandale, il faut le dire. Et au cœur de ce scandale, M. Tidjane Thiam dément, mais on estime que ce scandale ternit l'image de l'entreprise et que potentiellement, c'est M. Tidjane Thiam qui doit payer les frais, on va dire. Donc, on lui met une pression et en 2019-2020, il quitte son poste, la présidence du groupe suisse, et l'aventure est terminée. Alors que son bilan était plus que satisfaisant. Bien évidemment, j'ai lu une étude du New York Times il y a quelques années qui disait qu'en 2020, le contre-coup a été violent parce que le Crédit Suisse n'avait pas des résultats si mirobolants que ça. Quoi qu'il en soit, son aventure avec le Crédit Suisse s'est terminée comme ça. Une entreprise, un groupe qui l'a relevé, on l'a évincé sous fond de scandale et on a estimé que c'était lui qui était le responsable. Même s'il a été, selon certaines études, selon certains articles sérieux, clairement blanchi. Quoi qu'il en soit, au sorti donc de cette aventure au Crédit Suisse, Tidjane Thiam va vadrouiller un peu et va se lancer dans la politique. En Côte d'Ivoire, il va revenir au sein du PDCI. Je ne vais pas rentrer dans ça. Pourquoi? Parce que ma vidéo n'a pas vocation à être partisane. Ma vidéo n'a pas vocation à faire l'apologie d'un candidat politique, quel qu'il soit, en Côte d'Ivoire. Donc cette partie-là fait partie vraiment du présent, de l'actualité. Vous pouvez vous renseigner. Moi, je parle vraiment du profil de l'homme. Parce que c'est une série de vidéos sur des personnages importants, sur des personnages inspirants, sur des personnages qui défraient la chronique. Et c'est le premier que j'ai choisi. C'est une vidéo que j'ai préparée depuis pratiquement plusieurs semaines, que j'hésitais à publier, mais j'ai décidé de la publier là maintenant. Le prochain épisode de notre série, on va s'intéresser à un homme, un criminel tristement connu, qui a vraiment fait parler sur le continent africain. Vraiment, croyez-moi, je pense que j'ai parlé de personnes qui ont des cadavres dans le placard, mais lui, croyez-moi que c'est une sommité en la matière. On en parlera dans 1 ou 2 semaines. Dimanche prochain, on reprend réellement les histoires des pays, parce que je viens à peine de terminer l'histoire d'un pays que je devais faire. Je ne voulais pas me précipiter pour les faire. Donc, retenez qu'on aura désormais nos histoires de pays, qui sont vraiment, qui est vraiment la série éponyme de la chaîne. Et on aura également des vidéos d'analyse comme je l'ai fait ces derniers temps, mais également des vidéos d'histoire de personnages importants du continent africain. Pas seulement du continent africain, mais également de l'histoire afro. Toutes les personnes qui ne sont pas forcément africaines, qui ont eu une importance considérable dans l'histoire du continent, on en parlera ici. Donc, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. N'oubliez pas, on est sur Twitch. Donc, les jeudis à 21h30, on fait des lives où on parle de thèmes bien précis, où on fait également des réacts sur des faits d'actualité. Bonne ambiance, on discute, on rigole. Et là-bas, je reprends toutes sortes de questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à mon compte Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien.